audio. Vous êtes sur le point d'écouter le 2e épisode de la série de Grands-parents. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à écouter Clignancourt, le premier épisode de la série. Papillon noir. Perché sur la colline de Meudon, une vieille barre de béton abrite un appartement invariable depuis plus de 50 ans. Cet appartement est une photo colorisée. Rien n'y a jamais bougé, sauf les couleurs, justement, qui ont trop pris le soleil. Ma mère qui y a grandi me le confirme. Tout est à sa place. Le balcon offre une vue imprenable sur la vallée parisienne, du Mont Valérien à la tour Montparnasse. Devant la baie vitrée, un petit tapis à rayures me rappelle toujours mon enfance. Les rayures incomplètes du tapis forment des places de parking parfaites pour les petites voitures. Alors quand, comme moi, on n'aime pas passer 3 heures à table, on s'allonge sur cette moquette vert sapin et on aligne les Citroën et les vieilles Renault. Je n'aime toujours pas passer 3 heures à table. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les petites voitures comme excuse. Aujourd'hui, généralement, je me lève et je longe ce long corridor avec cette chambre au bout, dont la porte est toujours ouverte, mais dont l'interrupteur est scotché, pour que personne ne s'y aventure trop longtemps. C'est la chambre de mon grand-père, décédé en 2013. Je n'ai pas eu l'âge de vraiment le rencontrer. Je l'ai connu longtemps, c'est sûr, mais avec les yeux d'un petit-fils, absorbé par les histoires d'un grand-père qui semblait tout savoir, tout comprendre et être capable de tout résoudre. On me compare régulièrement à lui. Je porte depuis sa mort son médaillon au cou et sa chevalière au petit doigt. Je ne sais pas si je suis comme lui, mais c'est de lui que je crois tenir cette folle envie de raconter des histoires. Les miennes, les siennes, et peut-être un jour les vôtres. Il a passé sa retraite à faire des recherches généalogiques concernant notre famille. Il a pris notre génération, à mon frère, ma sœur et moi pour point de départ, puis il est remonté. Une vingtaine de classeurs retracent ainsi l'histoire de nos ancêtres jusqu'aux batailles napoléoniennes pour les plus lointaines. Une œuvre qui dort depuis près de 10 ans dans cette chambre à l'interrupteur scotché. Alors quand je suis allé voir ma grand-mère pour qu'elle nous raconte cette libération parisienne, racontée dans l'épisode 1, je suis retourné dans cette chambre, juste après avoir coupé le micro. J'ai fouillé ce bureau que je connais par cœur, regardant encore une fois son vieux permis de chasse, posé à côté de son passeport, devant ce vieil encrier noirci, au fond duquel l'encre s'est pétrifiée. J'ai silencieusement ouvert un casier métallique, un casier gris, froid, presque militaire. Devant moi s'étalait un travail immense. Les classeurs étaient classés. Je le précise car même si je lui ressemble, je n'ai pas hérité de sa rigueur. Tranche par tranche, je pouvais ainsi suivre la numérotation correspondant à chacune des branches de ma famille. J'étais touché par tout ce travail que je savais réaliser pour nous. Comme il l'écrivait lui-même à la première page du classeur numéro 1, il voulait que l'on comprenne d'où l'on vient, et que peut-être alors nous en soyons fiers. Je ne comprends que maintenant pourquoi il a entrepris tout cela. Discrètement glissé entre 2 autres classeurs, un plus petit était titré « Histoire ». C'est en l'ouvrant en plein milieu et en lisant quelques lignes que j'ai compris que ce classeur, c'était ses mémoires. Personne n'en connaissait l'existence, et je fus le premier à les lire. Mon grand-père n'a pas été élevé par ses parents, mais par ses grands-parents, Jeanne Blot et Célestin Joseph Blot. Longtemps, on a omis de lui dire la vérité sur ses origines, et il le découvrit à ses dépens durant la guerre. Une histoire qui mérite également d'être racontée. Ce traumatisme le poussera 60 ans plus tard à dédier sa retraite à la généalogie, pour nous dresser un tableau clair et précis de nos origines, pour que jamais, comme lui, nous ne nous posions la question. Mon grand-père avait donc été élevé en partie par son propre grand-père, celui-là même à qui appartenait ce médaillon, qui pend à mon cou depuis tout ce temps. Mais laissez-moi vous présenter la famille, s'il vous plaît, ainsi que mon labyrinthe d'incertitudes. Célestin Joseph Blot, grand-père de mon grand-père, se faisait appeler André. Sa propre femme, Jeanne, se faisait elle-même surnommer André, avec un E. C'est donc tout naturellement et dans une logique implacable que lorsqu'ils eurent une fille, ils l'appelèrent André, la mère de mon grand-père. Dans le classeur de la branche Blot,
j'ai trouvé délicatement glissé dans une pochette plastique tout un feuillet recopié à la machine à écrire. Ce feuillet, c'est le carnet de guerre de Célestin. L'original, un petit carnet en cuir, complété au crayon de bois et sur le dos de ses camarades, est aussi dans le classeur. Toujours sur lui, il y raconte son aventure, celle d'un homme de 30 ans, qui le 4 août 1914 est mobilisé dans l'armée pour défendre son pays. C'est cette histoire que je veux vous raconter. Je vous le lirai tel qu'il est écrit, en vous recontextualisant à l'occasion le récit dans le conflit global. Le 2 août 1914, la mobilisation générale est déclarée en France. Comme leurs parents de 1870, de nombreux ressortissants étrangers décident de s'engager pour défendre la patrie qu'ils se sont choisis. Célestin est mobilisé au sein du 276e régiment d'infanterie, régiment créé à partir d'une partie de certains officiers et sous-officiers de la 76e compagnie. À la mobilisation, tous les régiments actifs ont créé un second régiment, dont le numéro était le leur plus 200. Constitué de 2 bataillons, une compagnie hors rang et 2 sections de mitrailleuses, le régime compte 2002 caporaux et soldats, 184 sous-officiers et 37 officiers. Ce régiment est entré dans la légende au cours des opérations sur la Marne. Mardi 4 août 1914. Arrivé à Coulommiers à 9h du soir après de nombreux arrêts. Je vais au Teil avec la 17e compagnie. Rien de prêt. La paille. Mal dormi. Rêveur. Mercredi 5 août. Réveil 4 heures, habillage, effet à volonté. Formation des sections, mutation, soupe plus que médiocre, boire, faire 2 kilomètres pour avoir du cidre, eau mauvaise et rare. Je vais au lavoir me débarbouiller. Coucher de bonne heure après ennui mortel. Jeudi 6 août. Réveil 4 heures. Continuation de l'habillage. Trop d'hommes. Gâchis. Sous-officiers et caporaux obligés de rendre leur galon pour prendre place dans nos rangs. Cafard fabuleux. Suis dans une escouade avec Delporte et Couder. Échangeons promesses et engagements en cas de décès de l'un de nous. Vendredi 7 août. Revue de régiment par le colonel à Montanglo. Présentation du drapeau. Avons été chercher drapeau, rentrons à 2 heures. Partons tous 3 dans Coulommiers. Avec nous, Murgeon, frère d'un camarade de Delporte. Formerions un groupe de 4 pour l'avenir. Rentrons à 10 heures au Teil. Cafard. Donner 6 sous à enfant qui passait avec femme. Pense à ma gosse. Larmes aux yeux. Samedi 8 août. Départ de Coulommiers à 7 heures du matin pour direction inconnue. Chaleur Sénégal. On étouffe. Wagon à bestiaux, 15 ans trop. Trop chargé pour respirer. Défense de se déséquiper. Sommes fous. J'écris tous les jours, bien que ne recevant rien. Dimanche 9 août. Après 28 heures de voyage, arrivé à Saint-Michel. Nous avons su seulement en arrivant où nous allions. Sommes fourbus, mourons de soif, nuit sans sommeil. Tamponnement à Vitry-le-François, 5 morts et 64 blessés, 8 wagons brisés. Nous partons de Saint-Michel à 1h30 pour un petit village en avant, à 15 km de Loumont, 20 km de la frontière. Chaleur accablante. Tous les 3 mètres, un homme tombe. Capitaine en colère, finit par faire marcher 10 minutes et pause de 5 minutes. Arrivons enfin patelin de malheur. Ruinés avant nous par les coloniaux, misère partout. Arrivons la nuit. Pas manger. Lundi 10 août. Repos un jour. Coucher foin. Plus de paille. Retire chaussettes pour la première fois depuis départ. Dormons bien, fatigués. Cafard. Premier aéro que nous voyons. Discussion. Allemand ou français? On ne sait pas. Mais la moyenne est allemande. Combat dirigeable français contre aéro allemand. Coup de canon. Faites à ma grand-mère. Et j'y pense à la pauvre vieille. Mardi 11 août. Restons à Loumont. Faisons trancher autour du village sur rayon de 20 km. Coup de canon.
Mercredi 12 août. Prenons la garde, sans sentinelle, de midi à 14h, aux issues du village. Drôle d'effet. Ville surmontée. Consigne très sévère. On ne pense pas que l'on est en guerre, en faction. Pense beaucoup à ma femme et à ma gosse. Les reverrai-je ? Depuis le début de ce récit, une semaine s'est écoulée. Une semaine durant laquelle, dans la nuit du 5 au 6, près de 60 000 Allemands marcheront sur Liège. Malgré une résistance belge héroïque, bientôt, le dernier bastion de la ville cessera de combattre. 15 à 20 000 pertes chez les Belges, contre environ 4 000 du côté allemand. Pourtant, la presse française s'enivre de l'exploit de cette bataille. À Paris, la station de métro Berlin et la rue du même nom se font renommer Liège. En terrasse, les cafés viennois deviennent des cafés liégeois. Jeudi 13 août. Partons prendre la garde d'avant-poste à Chiney. Établissement de petits postes. Détachement de 12 hommes pour garder un petit village à 5 km, en avant de Chiney. Marvoisin. Barricadons les routes avec charrettes, machines agricoles, herses, pieux de bois. Tout ce que nous trouvons. Misère noire partout. Ne voyons que des maisons abandonnées. Femmes, enfants, vieillards très peu. Cafard formidable. À peine posé, 2 gendarmes cyclistes annoncent 2 patrouilles de Uhlans. Une de 20, une de 40. Nous redoublons de vigilance. Nervosité extrême, bref, nous les attendons. Prêts au combat. Rien. Nous sommes exténués de fatigue. On signale une ferme tenue par des Allemands. Je prends faction chez eux pendant 6 heures. À peine relevé, je pars en patrouille car les Uhlans sont signalés à 2 km et ils ont essayé de couper les fils téléphoniques et télégraphiques. Pays plein d'espions. Nous arrêtons un homme déguisé en femme. Se voyant pris, il se pend à un arbre. Nous le détachons vite, nous le conduisons dans la ferme allemande, nous l'enfermons. Il se repent et meurt. La soirée est encore pire. Il a plu toute la journée et la nuit est complètement noire. Les projecteurs inondent nos voûtes de lumière à intervalles continus. Mais sont-elles allemandes ou françaises ? On ne sait pas. L'ordre vient de se replier à Chiney. Fourbu. Et pour terminer, nous faisons des patrouilles toute la nuit. Et il pleut à torrent. Vendredi 14 août. À 4 heures, nous rentrons à Loumont, trempés et tombant de fatigue et de sommeil. Nous arrivons, l'ordre est donné de rejoindre la compagnie qui est partie. Quelle misère. Nous repartons pour Montsart, à 24 km de là. Un terrain qui monte tout le temps. Bref, nous arrivons après 37 heures que nous marchons. Je compte que nous avons fait 80 km en 37 heures. Et toujours pas de lettres. Cafard. Samedi 15 août. Montsart. Toujours la paille, un peu de repos. Revue d'armes. Nous apercevons un prisonnier allemand, garde du roi. Seul survivant d'une patrouille de 15 hommes. J'ai la cheville abîmée. Delporte a mal à la gorge. Teinture d'iode pour 2. Un paquet de lettres nous arrive, nous accourons. Rien pour nous. Un cafard supérieur. Nous partons à 25 km de là. Nous dormons peu. Agités. Mauvais rêve pour moi. Dimanche 16 août. Nous faisons les 25 km sous le soleil. En arrivant à Vivilles-en-Haye, il pleut à torrent. Lundi 17 août. Repos, cafard, toujours pas de lettres. Delporte et moi sommes presque les seuls. J'écris avec des papillons noirs dans le crâne. Mardi 18 août. Toujours rien. Marchons en compagnie de réserve d'avant-poste. Prenons la garde de police. Patrouille. J'écris ma 18e lettre sans réponse. Cafard. Mercredi 19 août.
Nous sommes dans les tranchées pendant 36 heures sous la pluie battante. Nous attendons. Jeudi 20 août. Fête de ma femme. Je lui écris. Toujours rien pour moi. Cafard fou. Depuis quelques jours déjà. Nous sommes toujours dans les tranchées. À 9 km de la frontière et à 25 km de Metz. Nous bloquons Metz pour être prêts à une sortie des Allemands. Vendredi 21 août. Cafard au réveil, n'ai pas pu dormir. Toujours pas de nouvelles. Toujours dans les tranchées. Nous avançons presque au pied des forts allemands pour faire des tranchées. Nous manquons de tout depuis 4 jours. Cet après-midi, grande joie, 5 lettres d'un coup. 3 de Jeanne, 1 de Blanche et 1 de Henri Lamotte. Je les lis et les relis, de grosses larmes dans les yeux. J'essaye de répondre à tous. J'écris une longue lettre à ma femme, une autre à François et une à Charles. De plus, j'envoie une procuration à Jeanne. Ces 4 lettres me coûtent plus de 5 heures de travail, et encore grâce à Delporte et Couder qui me prêtent leur dos à tour de rôle. Coup de canon assez rapproché. Plusieurs alertes dans la nuit. Pain moisi. Et pas d'eau. Samedi 22 août. Toujours aux tranchées. Nous sommes canonnés toute la journée avec un roulement d'enfer. L'orage s'en mêle, l'eau tombe. En un rien de temps, nous avons de l'eau jusqu'au mollet. Le grand coup se prépare. Nous le sentons tous. Les Allemands sont tout prêts. Mauvais commandement, sous-officiers et caporaux absolument incapables, perdent tout leur sang-froid et donnent des ordres contradictoires à chaque instant. Gare cette nuit. Les hommes sont tristes et sombres. Les vivas du départ ont disparu depuis longtemps. Nous manquons de tout. On nous donne de l'eau, mais c'est du purin. Le 22 août 1914, la bataille des frontières, une bataille souvent oubliée, fera plus de 27 000 morts dans les rangs français en à peine 24 heures. Ce jour est, comme le qualifie Jean-Michel Steg dans le titre de son livre, le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. C'est à Rossignol, petit village belge près des frontières françaises et luxembourgeoises, que la France, en retard d'une guerre, envoie des soldats en pantalon rouge, sous le brouillard, chargés à la baïonnette des Allemands camouflés. Ces gamins de 20 ans, à qui on avait interdit de reculer, ont vécu l'enfer. Sous les ordres du général Joffre, pendant plus de 3 heures, une génération entière de jeunes Français est ainsi sacrifiée dans l'espoir de briser ses lignes ennemies. Obligés d'escalader les corps de leurs camarades, les Français tombent sous les balles. Les pertes françaises, ce jour-là, équivalent à la moitié des pertes américaines totales au Vietnam. Dimanche 23 août. Départ de Vivilly-en-Haye, 40 km. Nous arrivons fourbus à Pont-à-Mousson à minuit. Logeons caserne 26e chasseur. Le 367 était passé avant. Casernement honteux. Canonné toute la journée. Et la nuit. Cela continue. Lundi 24 août. Restons à Pont-à-Mousson jusqu'à minuit. À minuit, nous partons. Mardi 25 août. Nous sommes partis à minuit. Nous faisons 45 km et nous arrivons à Joinville. 1 heure trop tard. Le 231 nous avait devancés par un chemin de traverse et se battait. Nous sommes fourbus, harassés. Et les obus éclatent à 100 mètres de nous.
Mercredi 26 août. Nous arrivons à Saint-Maurice, sous les côtes, le soir, juste à temps pour voir arriver le 18e corps qui venait de se battre comme des lions. Les coloniaux se laissent prendre leur drapeau, mais le reprennent aussitôt, avec de grosses pertes. Les 200 prisonniers allemands défilent avec leur commandant et leur capitaine. Triste défilé. Les Alpins arrivent. Jeudi 27 août. Nous allons à 5 km de Saint-Michel-Billet. Nous prenons garde police, cervelle-mouton. J'écris lettre portefeuille. Chagrin. Cela marche mal. 15 jours sans déchausser. Pas débarbouillé. Vendredi 28 août. Nous embarquons à Lérouville. Nous arrivons à Trécot, dans la Somme, après 29 heures de chemin de fer. Surprise. Samedi 29 août. Arrivons à Tricot. Sommes surpris comme jamais. Fatigués, nous allons à Conchy-les-Paux. 2 jours que nous ne mangeons pas. Triste détail. Charrette de réfugiés, enfants couchés dans ferme abandonnée, même chose. Départ 2 heures du matin. Nous arrivons à 11 heures du soir. Dimanche 30 août. Nous avançons entre Roye et Armancourt. Bataille. Cela marche mal. Obus à 20 mètres. Restons 3 heures couchés à terre. Nous battons en retraite et nous faisons 50 km pour aller à Ravenel. Nous arrivons à peine la moitié. Nous sommes plus que fatigués. Je ne peux plus marcher. J'ai les cuisses en sang. Pas de cantonnement. Lundi 31 août. Mauvaise journée pour moi. À 4 heures, il faut repartir quand même, mais je ne peux plus. Je tombe. L'artillerie me ramasse. Je finis les 35 km qui restent sur un caisson de mitrailleuse. Nous couchons à Bettencourt. Je voulais essayer de commenter cette première partie de lecture et ce premier mois de conflit. Mais une lettre manuscrite, écrite de la main de Célestin glissée entre 2 pages du carnet, vous donnera un bien meilleur bilan de l'état d'esprit de ces hommes envoyés à l'abattoir. Elle est en date du 26 août 1914. Ma chère petite femme, la bataille aura certainement lieu aujourd'hui. En ce moment, je pense à toi de tout mon être et à ma pauvre petite Dédé que j'aimais tant et qui, peut-être dans 1 heure ou 2, n'aura plus de papa. Mais je sais qu'elle a une maman bien courageuse qui lui restera et qui sera pour elle un appui solide. Cela, j'en suis sûr. Ma chère petite femme, je compte sur toi pour ne pas te démoraliser et te remarier très vite, car il faut toujours accepter ce que l'on ne peut pas éviter. Et puis pense à notre chère fillette qu'il te faut garder et élever du mieux que tu pourras. Tu diras à Camille et à mon oncle François qu'en ce moment, je compte sur la parole qu'ils m'ont donnée tous les deux et que je compte sur eux pour te faciliter la tâche en te donnant le plus de facilité qu'ils pourront pour te faire gagner ta vie et que d'avance je les en remercie de tout cœur. Et ma chère maman, dis-lui bien que je pense à elle aussi et que je la remercie beaucoup de tout ce qu'elle a fait pour nous jusqu'à présent et que je sais bien qu'elle ne vous laissera pas sans rien. Dis bien à tous que j'ai pensé à eux jusqu'au dernier moment et que je ne perds pas courage. Et toi, ma chère petite femme, pardonne-moi les misères que j'ai pu te faire, comme je te pardonne celles que tu as pu me faire. Quant à ma gosse, embrasse-la de tout mon cœur, comme j'aurais voulu le faire moi-même, et parle-lui quelquefois de son papa qui l'aimait plus qu'il n'avait jamais rien aimé au monde, et dans l'avenir, qu'elle lui donne de temps en temps une de ses pensées. Vous venez d'écouter Papillon Noir, 2e épisode de la série Deux grands-parents. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Suivez Brodio sur Instagram pour ne rien rater de la suite de cette série. Retrouvez l'ensemble de la série Deux grands-parents sur toutes vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très vite pour la suite du carnet de guerre de Célestin. Brodio.